Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday. Bonjour Maggi. Bonjour Pierre. Donc on est aujourd'hui ici pour parler de Blade Runner 2049. La suite. Puis on va aussi parler de Blade Runner et aussi du roman de Philippe K. Dick. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Exactement. Voilà, donc c'est une production Res Publica Universalis comme d'habitude, sauf que on va s'autoriser un petit écart artistique. Du côté de Toulouse. Ouais, voilà, exactement. I thought you might be able to help me with the case. Any idea where I could find him? You police plan on taking me in? I would much prefer that to the alternative. Alors Maggi, qu'est-ce que tu as pensé de Blade Runner 2049? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Oui, parce que déjà, le premier Blade Runner, en fait, c'est un de mes films préférés que j'ai vu. Je regarde peut-être tous les ans, si c'est pas 2 fois par an. Du coup, je voulais pas qu'il y ait de suite parce que j'aimais bien le mystère autour du premier Blade Runner, vraiment. Et du coup, j'étais pas super emballé de la suite. J'ai vu les premiers trailers, ça m'a fait assez peur en fait. J'avais un mélange d'excitation, mais un mélange aussi de qu'est-ce que ça va raconter? Est-ce que ça va être une vulgaire suite comme on en fait en ce moment pas mal? Et j'étais assez agréablement surpris dans l'ensemble. Dans l'ensemble, Ouais, il y a des défauts, pas mal, mais ça a pas mal de qualités. Donc déjà, la première qualité pour moi, c'est le fait que ça ne copie pas exactement le premier. Oui, c'est un peu la peur que j'avais, c'était de voir un peu une espèce de copie carbone de Blade Runner, mais on refait une espèce de reboot caché. Exactement, comme il s'en est fait... Et finalement, on est sur, comme il s'en est fait sur d'autres licences. Mais par exemple, on peut citer Jurassic Park avec Jurassic World, qui est juste un remake déguisé. Il y avait eu quoi aussi, même le Star Wars 7 que j'ai quand même apprécié, faut le préciser, mais c'est juste parce que ça fait un trip. J'attends beaucoup le 8. Oui, voilà. Et le 7, en fait, moi ça m'a fait un trip ultra nostalgique, du coup. C'est peut-être pour ça que ça a marché, mais en sortant de la salle, en réfléchissant, j'ai fait, en fait, c'est une copie du premier, quoi, et avec des éléments du premier, de l'épisode 4. De l'épisode 4, au niveau du script, c'est transparent. Ouais. C'est exactement ça. Il y a eu même quand ils ont fait une suite de The Thing, où en fait c'est juste un remake du premier, de The Thing. Enfin, voilà, énormément de films. De remake ou de suite surtout qui en fait sont juste des pâles copies, voilà. Et là c'est ce que j'aimais en tout cas dans le 2049, c'est que ça ouvre des portes sur de nouveaux horizons et c'est clairement pas un film comme Hollywood les produit d'habitude quand même. Exactement. Alors il y a Denis Villeneuve dont on va reparler, mais en termes de structure, de réalisation, etc., c'est quand même un film qui, par certains côtés, ressemble un peu à un film d'auteur. Oui, et pour moi, par d'autres, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même des trucs, on aurait dit qu'ils avaient été imposés par les producteurs à certains moments clés. Parce qu'il faut savoir que ça a été vendu comme un blockbuster en fait. Quand il est sorti, tout le monde était là en train de dire oui, le nouveau blockbuster. Bon, tu vois le trailer, il n'y a que des scènes d'action dedans, exactement. d'explosion, alors qu'on n'est pas du tout sur un film qui est dans ce ton-là dans son ensemble. Non, mais voire clairement pas. Moi, c'est ce qui m'a le surpris, c'est la longueur des scènes et c'est limite un film contemplatif en fait. Ouais, ça dure 2h40. 2h40 et il se passe pas grand-chose en fait. Enfin, il se passe. Il y a beaucoup de, scénaristiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais visuellement, c'est ultra abouti, mais il n'y a pas énormément d'action, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a peut-être 3 scènes d'action en tout, c'est vrai. Et qui sont assez courtes en plus. J'ai eu un moment pendant le film, je crois au bout d'une heure et demie, 1h40, quelque chose comme ça, la scène où il retourne, tu vois, dans la décharge, où il y a l'orphelinat, etc. Et je me suis dit, mais il y a des passages entiers que le réalisateur fait où on dirait que il est
il prend plaisir à nous montrer des plans un peu de structure industrielle, à s'attarder sur la matière. C'est un film où vraiment, je sais pas si tu as senti ça, le travail qui est fait sur la matière est assez impressionnant. Et surtout qu'il y a... En termes d'ambiance sonore, etc. Puis il y a aussi plein d'ambiances différentes dans ce film. Contrairement au premier, qui est magistral, je vous rappelle. Il y a une unité dans le premier. Non, mais dans le premier, c'est vraiment juste poisseux, glauque, c'est la rue, quoi. C'est, la mégalopole, sous la pluie. C'est, voilà, il y a la fumée, voilà. Alors que là, il y a l'espèce de désert, il y a la neige, il y a un peu... On retrouve... Mais très rapidement... On le voit peu, le côté rue... mégalopole. Et les scènes qui se passent dans la rue m'ont pas frappé, ou dans la mégalopole, par leur originalité. Ça ressemblait beaucoup au 5e élément. Tu vois, et en plus, j'ai réfléchi là maintenant, j'y avais pas pensé, mais quand il y a un plan où il est dans la rue qui peut faire penser aussi un peu au premier, où... et en fait, ça fait... J'étais moins dans le film que le reste... Enfin, pourtant, j'ai quand même été... Ouais, celui rencontre les prostituées. Ouais, voilà, et je trouvais que ça faisait un peu surfait. Pas surfait, mais pas réaliste, en fait. Et curieusement, les plans en ville, je les ai trouvés trop propres. Mais c'est exactement ça. Alors que dans le premier, justement, tout est crade, tu vois, il y a une ambiance un peu années 30. Vraiment quasiment post-apocalyptique. Exactement. Là, à part la scène où il arrive en overcar au-dessus de la ville, où tu vois vraiment comment sont faites les couches de la ville depuis la campagne. Ça c'est un plan assez intéressant d'ailleurs. Et à part ça, vraiment les scènes genre dans le commissariat, tu vois, le commissariat il est tout blanc. Non, c'est vrai. Bon, il utilise quelques vieilles machines, ça c'est sympa. Mais sur un film qui joue beaucoup sur son ambiance rétro, enfin le film d'origine en tout cas, et celui-là un petit peu aussi, hein, il y a vraiment des trucs rétro. Je trouvais que ça coupait un peu l'ambiance et c'était assez regrettable. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war. Donc, je parlais de l'ambiance sonore tout à l'heure. Mm-hmm. Et moi, je trouvais qu'il y avait un travail de dingue. Alors, je vais parler du son, mais aussi de l'image. Oui. Le chef-op, il a fait un travail de fou sur la lumière dans ce film. Juste la folie. Enfin, c'est. J'avais l'impression de visiter une galerie d'art. Je sais plus où de photographie, quoi. Je sais plus où j'avais lu le fait qu'en fait, il aurait dû avoir Denis Villeneuve et je ne sais pas le nom du chef-op. Mais c'est vrai parce que c'est la lumière, il y a un travail sur la lumière qui est juste incroyable, quoi. Je crois que j'avais vu une critique du Fossoyeur de film où il en parlait et franchement moi j'étais bluffé, tu vois, on a l'impression il a capté un peu cet aspect du premier Blade Runner donc qu'on a décrit, tu vois, la ville quasiment comme il y en a dans plusieurs films des années 80-90, certains films de Burton avec ce type de lumière là, mais il a été capable de le retranscrire à d'autres ambiances. Non, c'est juste qu'en fait ça me fait penser à... J'avais revu Les Prédateurs du frère de Ridley Scott, Tony Scott, que je crois sont le premier film de feu Tony Scott, et ce qui m'avait marqué c'est que alors c'est pas du tout dans le futur et tout, mais c'est au niveau de la lumière, déjà aussi des cadres et tout, mais au niveau de la lumière c'est ultra proche de Blade Runner en fait. Mais il faut savoir que les deux ils ont travaillé dans la pub avant d'être des réalisateurs de films en fait. Donc je pense qu'ils ont eu cette esthétique très 80 qui fait très pub en fait, et qui voilà. Et c'est vrai que dans le nouveau ils ont réussi à se rapprocher de ça. Et on parlait de Ridley Scott. Ridley Scott est meilleur producteur que réalisateur aujourd'hui, on est d'accord? Il y a un débat. Hein, il y a un débat. Non mais arrête, t'as vu les derniers Aliens comme moi. J'ai détesté Alien Covenant. Je l'ai surdétesté. Je n'ai pas aimé son film sur les rois et les dieux grecs, égyptiens pardon, avec Christian Bale. Il a fait un film, il s'appelle Exodus. Ouais, je crois. C'est nul. Déjà Christian Bale, un égyptien. Non, mais c'est très mauvais. Et pourtant, Ridley Scott a fait des très très bons films, dont. Et là, apparemment, il a laissé la main complètement libre. Et ça se voit, parce que pour avoir vu tous les films récents de
de Villeneuve, parce que j'ai pas vu ses premiers films québécois, j'ai vu qu'à partir d'Incendie en fait. J'ai pas vu Incendie, je m'en fous toujours de pas avoir été le voir, j'avais été au ciné. Très très bien. Et en fait c'est qu'il arrive toujours à avoir une sorte d'ambiance propre à ses films en fait. Moi je sais que quand j'avais vu Prisoners, c'est le premier en fait que j'ai vu de lui, c'est ce qui m'avait fasciné quoi. C'est que c'était un excellent thriller, comme il y en a plus beaucoup, enfin il y en a très peu. Et là, l'ambiance qu'il a réussi à donner à ce film, il y a toujours une espèce d'ambiance propre à ces films où, enfin, je dis qu'il se passe pas grand chose. Si, il se passe des choses, mais il a pas peur du silence en fait. Il a pas peur du silence, ouais. Tu définirais son style comme ça Ouais, alors que c'est très imagé ce que je dis, mais par exemple, il peut faire un plan où il va pas. Enfin, si, il va y avoir le bruitage, la musique et tout, mais. Il n'y a pas peur qu'il se passe rien en fait, contrairement à toutes les productions du moment quoi. C'est clair, hein. C'est quand tu regardes les autres blockbusters, c'est ça, boum, allez, une petite blague de l'acteur, enfin c'est fatigant. D'ailleurs, pour revenir sur les blagues, il y a 2 blagues dans le Blade Runner 2049, et ça m'a énervé. Lesquelles ? C'est quand il y a Harrison Ford, alors je dis pas qu'Harrison Ford est une blague. Dans le film un peu, enfin bon, on va y revenir. Mais il y a la fois où il donne de l'alcool à son chien. Ouais. Et à un moment, il fait une blague à Ryan Gosling. Enfin, il fait une petite punchline. C'est assez drôle, je me rappelle plus, mais c'est que c'est un peu drôle. Mais alors, je trouvais que dans le premier, il n'y a aucune blague. Il y a vraiment 0 blague dans le premier. Et là, tout le film n'est pas drôle jusqu'à ce qu'il y ait Harrison Ford. Et ça m'a un peu énervé. Bah écoute, moi j'en profite pour venir sur Harrison Ford justement. Ça le tuerait de jouer un personnage. Putain. Non, moi j'adorais l'acteur dans les années 80, comme j'adorais Ridley Scott, ce qu'il a fait dans les années 80, mais là, enfin pas tous ses films, notamment le 3e de la trilogie Alien Blade Runner, le film fantastique qu'il a fait, il est un peu pareil, il est bizarre, justement, il y a une licorne. Donc Harrison Ford, ouais. Qui est venu en plus avec un costume, mais ils lui ont fait, je sais pas si c'est lui qui a dit je veux pas de costume ou je sais pas quoi, il a juste un pauvre t-shirt de merde dégueulasse. Et j'étais effondré, enfin c'est comme dans Indiana Jones ou dans Star Wars, il joue pas en fait. Oui, bah déjà. Je crois qu'il vient, il touche son chèque et bon peut-être qu'il accepte quand même de jouer dans les films, donc heureusement les films se font et avec lui quoi, mais j'ai pas trouvé, tu vois, je trouve que sa prestation était vraiment un des points faibles du film. Ouais, oui. Moi je sais qu'on a souvent critiqué son air fatigué dans le film, mais moi je pense que ça fait partie du personnage. Genre. Ça, à la rigueur, ça peut passer. C'est après, ouais, bon, oui, il joue pas vraiment, mais. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, tu vois, ça pourrait être Yann Solo ou Indiana Jones. Oui, non, c'est vrai. Juste un mec blasé de la vie. Hey kid, your job once. No, I'm old and tired. C'est vrai. Well, but I have a gun. Voilà, donc il a un flingue, et voilà, c'est Harrison Ford. Donc, toute l'aura qu'il y a autour en plus du personnage de Rick Deckard, ou tous ces personnages qu'il a, qui ont quand même inspiré une génération entière. Et là, bon, je trouve que ça fait un peu bizarre de voir un mythe comme ça. Et, oui, non, c'est vrai. Ouais. Après, moi, le problème aussi, c'est que ça démystifie. Enfin, déjà, là, ça fait partie après du problème d'Hollywood de toujours reprendre des personnages d'il y a 30 ans, je crois que c'est 35 ans ou un truc comme ça. Tu prends des vieux personnages, tu les remets maintenant, en fait, déjà, ça te casse un peu le mythe, ça te casse le mythe du personnage. Et là, c'est vrai que peut-être un des points faibles de ce film, c'est que le personnage de Deckard, en fait, moi, je trouve que la question de est-ce que c'est un répliquant ou pas, ben, en fait, moi, j'avais pas envie de savoir. Bon, on ne connaît pas vraiment la réponse en plus. Si, malheureusement, on le sait. Ouais. Ridley Scott l'a dit dans une interview. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va s'en tenir aux œuvres. Hein. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que pour moi, l'espèce de ce qu'est devenu Deckard maintenant, je m'en foutais quoi. Moi, j'aimais bien la fin du premier Blade Runner. Non, mais on est bien d'accord qu'on peut pas avoir un Deckard encore dépressif. Oui, mais du coup, là, en fait, on a juste un yoga, ça aurait pu être un cow-boy. Mais du coup, en fait, moi, ce que j'aimais bien dans le premier, c'est qu'il était dépressif, mais qu'il avait quand même C'était un peu un loser, en fait. Ah, c'est un gros loser dans le premier. Quand tu revois le premier, il tue personne. Il vient de quitter sa femme, c'est un détective, mais il est mauvais. Oui. Franchement, il est mauvais.
trouvé. Hein. Ouais, c'est du hasard à chaque fois quand il trouve les trucs. La scène où il est au cabaret, là, Mais il voilà, essaie de choper la réplicante qui se fait passer pour une danseuse exotique. Ouais, puis Où il fait une espèce d'accent à la con. Et d'ailleurs, c'est le seul réplicant qui l'aurait tué. Hein. Ouais, c'est le. Oui, parce que Léon il se fait popper par Rachel, ouais. Et après, Roy. Ouais, se laisse mourir. Ah non, il tue aussi Pris. Et il tue Pris, ouais. Mais bon, il se fait bien démonter avant. Mais franchement, c'est un peu le scénario qui vient le sauver. Oui. J'ai l'impression quand je vois la scène. Mais moi, j'aime bien en fait ce personnage un peu nul. Alors que là, du coup, il est moins nul en fait. Mais qui fait un choix quand même à la fin de. Enfin, en gros, c'est son choix à la fin de Blade Runner, je pense, qui en fait aussi un personnage intéressant. Puisqu'il décide Oui, non, ça c'est. D'aller contre tout le processus mental qu'il a et qu'on voit au fil des scènes du film, où il est seul, etc. Non, c'est vrai que ça fait partie du. Ouais. Mais voilà, bon, moi j'aime Harrison Ford, mais j'avoue que dans ce film. Ouais, non, moi j'ai pas été convaincu non plus. You're a cop. I had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Ryan Gosling? Alors ce bon vieux Ryan, qui excite de nombreuses demoiselles. Oh, attends, pas que des demoiselles. Oui, des jeunes hommes aussi. Mais j'ai vu plusieurs femmes aller voir des films juste parce qu'il était là, alors que voilà. Je l'ai trouvé pas mal dans ce film. Ouais. Moi j'aime bien les acteurs qui arrivent à jouer plusieurs styles de personnages. Alors là, je vais parler de Leonardo DiCaprio, mais en fait, c'est pour donner un exemple concret. C'est en fait Leonardo DiCaprio. J'ai toujours dit que c'était un très bon acteur, mais j'ai toujours eu du mal avec lui parce que je trouvais qu'il jouait que un mec torturé qui venait de perdre sa femme. Ouais, ça se voit dans Shutter Island. Dans Shutter Island, dans Inception. Voilà. Et le jour où il a joué, alors déjà c'était dans Django. Puis quand je l'ai vu ensuite dans le Loup de Wall Street, c'est là où j'ai fait ça y est, je l'adore parce que il a commencé à avoir dans Django, c'est un espèce de méchant mégalomaniaque. Voilà, puis on dirait limite qu'il sort d'une BD quoi. Et dans le Loup de Wall Street, il est drôle quoi. Ouais. Et c'est ça qui me, par exemple, un acteur comme Brad Pitt qui a fait moins de bons films il avait ce côté où, dès l'Armée des 12 singes, où il commençait déjà à jouer autre chose, quoi. Dans l'Armée des 12 singes, il joue un débile. Dans les films des frères Cohen, il est complètement ridicule. Et ça, c'est ce que j'aime. Et dans Ryan Gosling, assez tôt quand même, il a joué dans des films. Par exemple, il y a le film avec Russell Crowe, Five Guys. Pas Five Guys. Five Guys, c'est restaurant. Nice Guys. Nice Guys. Ouais. Je parle de burger. Dans Nice Guys, je le trouvais très très drôle, mais vraiment très drôle. Ouais. Et par exemple, Drive, moi je le trouvais bon dans son rôle, mais son rôle en fait c'est un gars qui n'a pas d'expression. Il est monolithique, et c'est souvent ce qu'on lui reproche à Ryan Gosling. Voilà, mais après c'est souvent les rôles qu'on lui donne aussi. On lui reproche, ouais c'est vrai, mais on lui reproche aussi ça dans Blade Runner. Dans ce Blade Runner, où il est toujours... Et enfin, sauf à certains moments, parce qu'il y a... Spoiler, on mettra un trailer spoiler ici. Il y a un moment où il y a des twists, quoi. Et là, vraiment, on le voit, ses performances d'acteur. Et moi, j'ai trouvé que j'étais assez convaincu. Ouais, moi je trouve bon. Je trouve quand même quand il arrive à faire sentir des émotions juste avec un regard. Ce retournement progressif qui est amené au début. Puis la révélation en fait. Oui, il y a un double retournement. Double twist, ouais. Et puis la fin où finalement il y a une scène assez analogue à celle de Roy dans le premier Blade Runner où il finit par s'allonger et se laisser mourir. Sans rien dire. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Non, je trouve. Dans l'évolution, il a arrivé à suggérer des choses. Un petit peu comme avec Descartes finalement dans le premier film, qui montre assez peu ses sentiments. Mais c'est vraiment dans le jeu de Harrison Ford que ça arrive à rendre quelque chose. C'est vrai. Mais du coup, non, Ryan Gosling, je trouve qu'il porte bien le film. Bon alors, qu'est-ce qui t'a posé problème avec
Blade Runner 2049, parce que moi, quand même, j'ai des grosses critiques. Alors moi déjà, il y a quelque chose, c'est le personnage de Jared Leto. Alors déjà, faut savoir que à la base, ça devait être David Bowie qui devait jouer ce rôle. Ah ouais? Oui. Ah, ça aurait été vachement intéressant. Et bon, sachant que je suis un énorme fan de David Bowie, je pense qu'il avait cette espèce d'aura, qu'il était parfait pour le rôle en fait. Mais je dis pas que Jared Leto n'est pas parfait en fait. Je trouve que les passages avec Jared Leto, c'est pas Jared Leto qui est mauvais, déjà c'est le texte qu'on lui donne. Et il y a quelque chose qui m'énerve. L'écriture de son personnage. Mais déjà le personnage il apparaît je crois 5 minutes en tout dans le film. Et moi, je commence à avoir un énorme problème en fait dans les films de science-fiction où ils essayent d'être plus intelligents que. Enfin, ça se voit par le dialogue, enfin, non, surtout le discours de Jared Leto dans le film où ils essayent d'en faire un espèce de personnage à l'aura immense et tout, alors que assez moi, omniscient, qui parle tout, des anges, enfin moi là, quand il commence à parler des anges, du paradis et tout, c'est quelque chose qui me bloque énormément. J'aurais préféré qu'il parle normalement et en fait il est pas menaçant, je trouve. Je comprends pas ce thème d'amener de la spiritualité, et ça, alors que le personnage a des intérêts qui sont très concrets en fait et que tu peux identifier. Et du coup là tout le truc spirituel qui je crois qu'il voulait juste parler de pognon et ou de domination. Mais du coup je trouve que ça justement politique. Ça donne dans le cliché en fait pour moi. Ouais, il est un petit peu cliché. Mais c'est dommage parce qu'il y a une ambiance qui a été créée, je trouve, autour de dans les décors où ce personnage il évolue, qui est assez folle. La scène où Descartes est confronté donc à ce personnage qui est vraiment le chef antagoniste. Et ces scènes-là sont vachement intéressantes. Mais alors là, par contre, on peut quand même dire que c'est un peu le Tyrell du film, mais en plus je trouve que l'ambiance de là où il travaille et où il évolue, c'est un peu comme l'espèce de pyramide du premier Blade Runner où Tyrell travaille en fait. C'était un petit peu plus subtil, je trouve. Tyrell était un antagoniste plus subtil. Alors est-ce que Tyrell est un antagoniste dans le premier film? C'est pas évident dans la façon dont se déroule l'action. Moi, je pense que oui. C'est parce que j'ai une vision aussi politique, je pense, de Blade Runner et de la façon dont le monde de Blade Runner se structure entre les corporations et la façon dont s'organise cet univers, quoi. Je trouve que Tyrell avait un côté un peu subtil parce que d'autant plus qu'il est assassiné brutalement dans le film. Et toute la décoration. Dans ce monde où tu as l'impression que c'est hyper peuplé et où le luxe c'est d'avoir de l'espace et tu le vois déjà il est au sommet de sa pyramide mais en plus il est dans une grande pièce avec de l'espace, des jeux de lumière qui étaient assez intéressants. Tu as vraiment l'ombre, cette lumière qui est une ressource, un signe de richesse exceptionnel, mais qui pourtant est extrêmement menaçante et qui te met extrêmement mal à l'aise. Là pour le coup je sais pas si les jeux de lumière que tu retrouves avec Wallace, donc le personnage de Jared Leto, sont comparables. Oui, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose d'hypnotique. C'est plus le. Qui te met mal à l'aise. C'est le seul moment du film où je me suis dit, un des rares moments du film où je me suis dit, là, ils essayent de te dire, rappelle-toi. C'est esthétisant, et puis ça rappelle Tyrell. C'est un peu, tiens, rappelle-toi, toi qui as vu le premier Blade Runner, il y a un peu de ça quand même. Donc... Mais c'est très esthétisant et pas forcément. En termes de signification, ça m'a pas vraiment. Oui, non, c'est vrai, non, complètement. Heurté. Je trouve que l'antagoniste est pas. Je suis pas absolument convaincu. Et aussi par son second couteau, quoi, qui est. Second couteau, en fait, c'est l'espèce de cyborg à frange qui commence à être un peu caractérisé à un moment. Et ils abandonnent complètement ça au bout d'une demi-heure. Et puis après, ils se transforment en Bruce Lee, Jet Li. Ils en font une ninja omnipotente. Mais en fait, j'aime beaucoup la baston de fin dans la voiture, je trouve ça beau et assez dans la voiture. Parce que je trouve ça je trouve ça assez novateur et subversif en fait, parce que c'est quand même vendu comme un blockbuster. Et en fait, il y a une baston dans de l'eau, dans une voiture, c'est-à-dire que c'est et elle est un peu filmée comme si c'était elle le protagoniste. Voilà. À ce moment-là. Donc du coup, c'est cool, mais sauf que avant, elle fait des prises de kung-fu. Sans intérêt, et c'est ça, pas très. En plus, clairement... c'est peut-être les seuls moments mal filmés, je trouve, parce que je pense que Villeneuve il a filmé ça. Autant la production lui a demandé de le faire.
et ça le faisait chier. Autant la baston qu'il y a entre lui et Dave Bautista, je crois qu'il s'appelle, le premier, enfin je crois que c'est la scène d'ouverture, elle est ultra impressionnante, enfin elle est violente en fait. Tu sens les tu sais, ils étaient pas obligés de faire ça, mais tu sens les chocs, le mur qui s'écroule, vraiment les... Ah, ça frappe quoi. Ah putain, mais c'est une fois de plus, t'as un travail sur le son et sur la matière. Moi ça m'a énormément impressionné. Ouais, du coup, la scène de baston avec la fille est nulle. Ouais. Je peux le dire comme ça. Il y a même la scène quand Ryan Gosling rencontre Harrison Ford, ils se foutent des coups de poing. Pareil, je pas trop compris en fait. J'aime bien le décor en plus. Le décor est cool, mais voilà. Donc ça c'est. Pareil, t'as des jeux d'ombre et de lumière avec Ryan Gosling qui se met dans l'ombre, Descartes qui reste dans la lumière, etc. Enfin, là pour le coup l'usage de la lumière est pas juste esthétisante, mais assez symbolique. Moi j'ai trouvé ça intéressant. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. J'ai entendu dire qu'en fait ils voulaient lancer une sorte de franchise Blade Runner, ce qui pourrait expliquer certaines choses. Alors moi, c'est là où, sinon je comprends pas ce qu'ils foutent dans le film, c'est l'armée les rebelles réplicants en fait. Ah, j'ai pas aimé ça. Mais en fait, si ils veulent faire une franchise, c'est peut-être expliqué par cela, mais bon, déjà je trouve ça nul l'idée d'une franchise Blade Runner. Non, mais ce côté, les réplicants qui se rebellent, en fait on dirait un manga. Non, mais ça a été... Enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 12 000 fois quoi. Ouais, voilà, moi j'étais là, putain, mais j'étais déjà vu, tu vois, il y a eu Battlestar Galactica, il y a eu... j'ai pas vu, mais... je sais pas, j'ai là en tête... tu l'as dans d'autres trucs, la révolte des machines. Dans iRobot. iRobot, le moment où elle a dit nous construisons une armée quoi. Oui, ils sortent tous de derrière et ils sortent de derrière là. Genre les gars, ils sont là en train d'attendre pendant 2 heures. C'est des clichés. Les mecs, en plus tu comprends pas, c'est censé être quoi? C'est censé être des réplicants Nexus 6, d'avoir l'interdiction des réplicants. Mais alors pourquoi ils ont pas été retirés par les Blade Runner? Ou alors les Blade Runner font mal leur travail? Comment ça se fait qu'ils soient aussi nombreux, qu'ils aient l'air d'être aussi ouvertement dans la rue? Non, c'est... La scène où ils vont tous voir Kay, là, où il y a les prostituées qui vont voir Kay, et quasiment ouvertement lui disent qu'elles sont des réplicants alors qu'il est Blade Runner. J'étais là, c'est bizarre quoi. Non, ça m'a un peu gêné. Cette idée d'essayer de lancer une franchise, non. En plus, le personnage, la femme qui les mène, n'a laissé aucune impression. C'est pas une idée qui à mon avis on sort de la matière, tu vois, d'origine et pour le coup du roman de Kadik et du Blade Runner original, dont le propos est surtout, tu vois, d'aller dans l'introspection des personnages, examiner les implications philosophiques de c'est quoi les réplicants, c'est quoi être vivant, c'est quoi ressentir de l'empathie, tout ça. Et là on est tombé sur des trucs, mais c'est même pas géopolitique ou complot, machin, c'est même pas intéressant, quoi, tu vois. Oui, non, c'est... Enfin, moi, je l'ai vu comme, tiens, on va lancer ça dans ce film-là pour après pouvoir lancer d'autres films. Je sais plus où j'avais entendu parler de cette espèce de franchise Blade Runner. Mais c'est la seule logique. Je pense que c'est la production qui a imposé ce genre de scène. Voilà, quoi, mais du coup, cette scène elle sonne faux à côté du reste du récit, tu vois. Mais c'est vrai que parce que ça. Je dis qu'il se passe pas grand chose, mais il se passe plein de choses, mais en plus, ça part un peu dans tous les sens en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu penses partir sur un style de film, mais en fait, non, quand il arrive là où il y a tous les enfants qui travaillent et tout. Ouais, c'était intéressant ça. Et puis en fait, c'est pas vraiment exploité. Moi je trouve qu'il y a un... peut-être si effectivement ils veulent construire une franchise, ça peut faire un certain sens. De la même manière que Star Wars 7 pourrait déboucher sur quelque chose de bien ou d'absolument nul, tu vois. Moi j'ai trouvé très intéressant le rapport entre périphérie dans ce film et centre. Oui. Parce que dans le premier Blade Runner, t'as vraiment que la ville. Et là, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, ce long plan au début où ils passent de la campagne avec toutes les serres là, qui produisent de la bouffe dans un écosystème en ruine. Ils passent à travers les banlieues qui sont en ruine, abandonnées, etc. pour arriver dans la ville qui est encore habitée, vivante.
ça parle un peu aussi de... Ça revient un peu au roman de Kadik à la base qui dit en fait c'est pas que la Terre soit surpeuplée, au contraire elle est complètement dépeuplée. Il y a eu une guerre nucléaire, les pays se sont mutuellement anéantis, il y a eu des retombées, genre les 2 tiers de la population sont mortes et tout le monde s'est barré soit sur les colonies, et donc finalement tout le monde s'est mis dans les villes, on s'est entassé dans les villes pour essayer de survivre, alors que l'écosystème planétaire est complètement détruit. Et tu as. C'est pour ça aussi que dans le premier Blade Runner, tu as par exemple J.R. Sebastian qui habite dans un bloc qui est entièrement vide. La population est complètement morte ou partie. Et donc tu as les immeubles qui tombent en ruine, en fait, de même qui sont plus entretenus. Et l'humanité finalement s'entasse dans des centres de plus en plus concentrés. Et moi j'ai trouvé que dans le film, il y avait une bonne idée, parce que tu vois vraiment les conséquences d'une guerre nucléaire, quoi. Où, clairement, là c'est même explicitement dit, il y a eu toute la zone désertique où se trouve Descartes, ça a été détruit par la guerre nucléaire. Tu as cette espèce de campagne, donc avec des serres à perte de vue, donc c'est ce qui détient tout ça. Et tu as cette espèce de champ de ruines dans la ville de San Diego, je crois, où tu vois des gens qui survivent un peu en marge de ce système, finalement. Dans le bouquin de Kadik, ils appellent ça des specials. C'est des gens qui ont été touchés par les radiations, qui sont plus fertiles, ou ils sont trop bas dans les tests de QI. Enfin, il y a un système discriminatoire un peu prononcé. Là, j'aime bien ce film qui montre un peu des périphéries et des discriminations envers une certaine population. Clairement, tu sens qu'il y a une autre société en fait humaine qui se construit à côté de celle dans la ville. Et puis, il y a cet orphelinat avec des enfants. Ça pourrait paraître cliché. Et c'est pas extrêmement exploité au-delà d'un certain point, mais d'un autre côté, Kay n'est pas un justicier, quoi, et c'est pas plus mal finalement qu'on soit pas allé là-dessus. Mais moi j'ai trouvé que ça. Enfin, c'est peut-être mon expérience de mec qui a bossé un peu dans l'humanitaire. J'ai vu des collègues qui ont vu ce genre d'établissement où tu fais travailler les enfants. Où les mecs qui tiennent l'orphelinat te tiennent un discours. Oui, mais vous comprenez, on a besoin de les faire travailler pour financer l'orphelinat et la nourriture, machin, dans des pays où les structures publiques, de toute façon, n'ont pas les moyens de s'occuper de ça. C'est le genre de truc qui est pas improbable, je trouve, dans une société de ce type-là. Complètement. Qui existe actuellement sur Terre. Oui, mais c'est juste pourquoi le mettre là, comme ça qu'est-ce qu'il a voulu montrer ? Justement, je pense que dans Blade Runner 2049, peut-être que Villeneuve il a voulu nous montrer les choses de manière plus ou moins subtile. Mais sur notre réalité d'aujourd'hui. Je viens de réaliser, on dirait. Parce que Blade Runner, ça se passe dans une ville, mais c'est quand même. Je trouve qu'il y a 2 genres de SF. En fait, il y a le space opera et la SF, ce que j'appelle claustro, c'est-à-dire comme des aliens, ou Solaris, ou comme ça, où ça se passe juste dans un endroit. Même si 2001, ça commence quand même sur Terre avec des singes, 2001 ça se passe le 3/4 dans un vaisseau. Je trouve quand même que le premier Blade Runner, il est claustro, quoi, parce que c'est quand même c'est une ville, mais la ville c'est des bâtiments, des rues biscornues et compagnie. Et je trouve que le 2049, ça s'ouvre, c'est limite, il y a plusieurs univers en fait. Plusieurs univers, plusieurs peuples, plusieurs... donc je viens de le réaliser là maintenant, mais... Il prend un plaisir immense à nous montrer ça. Et du coup, on dirait... c'est sûr que c'est pas comme Avatar où il est dans son univers. Et cela dit, c'est vrai que pour une suite réussie, dans une franchise, c'est un peu ce qu'on attend. Une extension de l'univers. C'est une extension de l'univers. De la même manière que, par exemple, l'Empire contre-attaque étendait l'univers du Star Wars originel, de la bonne manière, si tu veux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme tentative. Et ce qui m'a amené à me poser la question, est-ce que finalement, parce que ce que je te disais sur l'orphelinat, mais est-ce que Blade Runner était encore un film de science-fiction, si on pouvait le caser dans cette catégorie-là, à part les voitures qui volent, tu vois. Après si, parce que ça parle vachement d'intelligence artificielle en fait. Mais est-ce que c'est encore de la SF, tu vois ? Mais c'est... Et est-ce que il y a clairement le genre, c'est clairement un film un peu post-apo. Moi je mets du post-apo dans Blade Runner à côté de ce que tu as dit sur un peu cet aspect space opéra, mais aussi c'est un film qui est très hétérogène et qui est difficile à ranger dans une catégorie. Et moi je trouve que par bien des aspects c'est pas un
purement un film de SF. Non, c'est plus... comme le premier, quoi. Bon, pour moi, le premier, c'est pas... À part les voitures volantes. Hein. Oui, voilà, quoi. Moi, déjà, le tout premier Blade Runner, c'est pas vraiment un film de SF, quoi. C'est un film noir. Film noir avec, des éléments de SF. Mais c'est ce qui fait la réussite du premier, quoi. C'est ce qui fait que c'est un film aussi culte. Ce qui était intéressant avec cet aspect film noir, c'est que t'avais un message un peu social, comme dans les films noirs des années 30-40, des films Frank Capra ou autres. Où t'as un discours social qui sous-tend une critique assez cynique de la société, tu vois. Et tu le retrouves dans le premier Blade Runner. Et là, je l'ai trouvé aussi un peu dans 2049, sous certaines formes. C'est distillé de manière plus ou moins subtile, hein, selon les choses. Il y a des trucs, genre la copine IA, tu vois, c'est pas du tout subtil, pour le coup. Quoique c'est bien fait. Oui, puis ça offre une des plus belles scènes de sexe. Non, mais les scènes les plus inventives. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette scène, alors que j'aurais pu la trouver grossière. Surtout qu'elle est très longue en fait. C'est comme je disais tout à l'heure avec Denis Villeneuve qui étire les plans, les scènes et compagnie. Et cette scène, normalement dans un blockbuster, dans n'importe quel blockbuster, il aurait dû durer, je sais pas, 30 secondes quoi. Ouais. Là, il fait partir le délire super loin, mais c'est ce qui fait que c'est super bien, quoi. Ça me fait penser à ce que j'avais dit sur 120 battements par minute de Romain Campillo. Il a une scène de sexe aussi, mais qui n'est pas structurée de manière classique, tu vois, genre la montée vers le moment où les deux personnages vont finir par baiser ensemble. Ce que tu vois dans tous les films blockbusters, genre les James Bond, c'est toujours ça. Dialogue, tac, 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 puis hop, à un moment, il finit par allonger sur le lit et boum. Ou alors, t'as l'inverse, ça commence sur la scène de sexe, et après, les personnages se mettent à parler. Là, ce qui est assez déstabilisant dans cette scène de sexe, moi j'ai trouvé, c'est que justement, elle n'est pas rythmée du tout comme une scène classique. Ça finit effectivement par le sexe lui-même, mais elle est longue, elle est rythmée d'une manière où il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en fait, déjà, c'est la deuxième scène de sexe dans le cinéma, je pense, avec une histoire d'intelligence artificielle. Il y avait celle de Her avec. Ouais, j'ai pas vu. Il y a une scène de sexe qui est vraiment bien en plus, où en fait tu vois juste Joaquin Phoenix qui parle. Je sais plus si c'est son téléphone ou je crois que c'est dans son téléphone qu'il entend. Et les deux couchent ensemble. Ils couchent avec rien, mais en fait, c'est comme t'appelles ta copine et que tu lui dis dis-moi des trucs cochons. Mais sauf qu'elle était. Les 30 premières secondes de cette scène dans Air où j'étais là un peu mal à l'aise en train de faire qu'est-ce qui se passe, à la fin se transformer dans un truc, je me disais c'est génial. Et là dans Blade Runner 2049 c'est un peu pareil quoi. La scène n'est pas du tout foutue pareil, vraiment pas, elle est beaucoup plus visuelle, mais il y a ce côté où au début je fais qu'est-ce qui se passe et ça dure et à la fin quand la scène se finit j'étais là c'est fou quoi, c'est super bien pensé, c'est D'ailleurs, avec la copine IA, vraiment, la seule façon, enfin, le seul truc qui m'a choqué, c'est un peu sa fin, quoi. Très cliché. Très cliché et très. Moi, en fait, il y a beaucoup de personnages où je sais pas où c'est, pourquoi on les a mis ou pourquoi, où on a l'impression qu'à un moment ils étaient là, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. J'ai envie d'explorer ce thème, et puis à un moment donné, on a envie d'arrêter de le traiter, tu vois, et donc je te télécharge sur ma clé USB. Et puis évidemment, mais chérie, je serai complètement sur cette clé USB si cette clé USB est détruite. Oui, voilà. Nous reverrons plus. Ça déjà à partir de ce moment-là. Mais déjà à partir du moment où il y a ce côté, je vais te mettre sur la clé USB, mais si elle est détruite, tu meurs. À partir de ce moment-là, j'étais là, il va perdre sa clé. Parce qu'on perd tous nos clés USB, alors qu'on peut pas Ryan Gosling. Et donc du coup, là, quand elle part, il n'y a même pas d'émotion, en fait, dans le « je t'aime », voilà, point barre. C'est vrai que il y a beaucoup de personnages, je trouve, qui sont là, mais on sait pas pourquoi, qui prennent des décisions, puis à un moment, en fait, tu sais pas trop. C'est comme la prostituée. La prostituée, tu sais très mal exploité. La prostituée, au début, je me suis dit, en fait, elle va avoir un rôle très important. Elle a un rôle un peu important quand même dans le truc. La réalisation semble te le pointer, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est juste, tu as des personnages qui viennent, qui partent, qui. Tu la revois après dans le film, elle fait quelque chose, elle joue son rôle. Oui, elle joue un truc, mais minime, quoi. Ouais. Alors que ça aurait pu être peut-être dans la suite, hein, dans la suite de la franchise Blade Runner.
Mais c'est comme l'apparition de... encore spoiler alert, mais quand il y a Rachel qui apparaît. J'ai beaucoup aimé. Mais moi j'ai trouvé la scène assez belle. J'étais confondu tellement c'était bien fait. C'est extrêmement bien fait. C'est franchement, vraiment très bien fait. Mais en sortant du film, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire en fait? Non, c'est pas nécessaire. C'était un peu, regardez, on peut faire ça avec des images de synthèse. Je suis le méchant, je vais te tenter. Et voilà, puis tu vois, il a bute comme tu ça. veux retrouver ton amour perdu. Du coup, j'étais pas super convaincu. Enfin, j'étais ultra convaincu par les images de synthèse et puis comme elle est filmée en fait, c'est ultra iconique, je trouve. C'est très bien fait. Sort de l'ombre une fois de plus. Ouais, voilà, et c'est vraiment bien fait, mais c'est juste la finalité en fait de son apparition n'est pas justifiée. Mais c'est quand même en fait un des défauts pour moi du film, c'est est-ce que ce film était nécessaire? C'est horrible comme ça. En fait, j'ai trouvé que c'était une très bonne suite puisqu'ils partent dans un autre délire tout en remettant des éléments voilà, l'intelligence artificielle et compagnie, la notion de vie et de est-ce qu'on peut vivre si on est un robot ou enfin est-ce qu'on mérite la vie et compagnie, ça c'est super bien traité et c'est dans la continuité du premier de Blade Runner. J'ai adoré donc le fait que ce soit pas du tout le même film que le premier. Parce qu'en fait, le deuxième, on est obligé de voir le premier pour voir le deuxième, mais on n'est pas... justement, la signification du premier Blade Runner sur cette question de la vie artificielle, elle était... c'est moi, après 15 000... avoir revu le film 15 000 fois, j'analyse la scène de Roy vraiment comme une scène très christique, finalement, où il devient lui-même une espèce de messie... qui se sacrifie pour montrer à Descartes sa vision du monde et notamment la capacité des androïdes à ressentir la vie et l'empathie pour la vie. Enfin, je l'analyse comme ça, ce qui est le thème du roman de Kadik et ce qui est le sens que j'essaie de donner à cette scène. Et en expliquant à Descartes, c'est ainsi de vivre la vie d'un esclave, de vivre dans la peur, etc. Montrer en fait que la condition des réplicants et des humains dans ce système voilà, se rejoint pas mal. Mais du coup, ce que je disais, c'est quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, est-ce que ce film était... quel est le propos Ouais, voilà, alors ça ouvre des nouvelles choses assez sympas, mais est-ce que ce film était nécessaire, en fait? Est-ce que l'évolution des personnages était... vraiment, est-ce qu'on voulait savoir ce qu'ils allaient devenir? Et du coup, un des gros défauts du film... c'est le manque de personnages qui marque en fait. C'est-à-dire que Ryan Gosling, il joue très bien, mais en fait, il est voilà. Dans le premier, en fait, ce qui me fascinait, c'était les répliquants. C'est-à-dire que chaque répliquant a sa propre personnalité et puis même son propre style, son propre... Le personnage de Roy Batty, Roy, déjà, enfin, c'est quand même le seul personnage qui se bat en slip et qui est génial à se battre en slip. Le gars, il est en caleçon noir et il bastonne Harrison Ford et on est là. Avec une scène finale qui a des fausses scènes de duel, d'affrontement et d'action, alors qu'en fait, c'est pas une scène d'action, enfin, c'est chouette. Voilà. Du coup, moi, c'est ce qui m'a manqué. Mais même moi, Pris, je trouve qu'elle est génialissime quand elle se maquille, qu'après elle se bat. Et même là, quand Descartes arrive dans l'espèce de salle où il y a toutes les poupées, moi, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué au cinéma de toutes les... immobile. Et elle est immobile, et après, quand elle se lève, moi, quand elle arrive, il y a toutes les poupées et tout. Pour moi, c'est un film d'horreur en fait. Et je trouve que l'apparition de Pris et tout, elle est juste magnifique en fait. Elle est géniale. Tu vois le personnage. Pourtant, pareil, elle apparaît dans quelques peu de scènes et tout, mais le personnage est ultra marquant. Le personnage de Rachel est super marquant aussi. Peut-être que celui le moins marquant, c'est Léon, qui est cool, mais qui... Ouais, mais parce que l'acteur a une gueule... et qu'il est dans le surjeu. Et voilà, mais... Je l'ai vu, tu vois, dans Blood and... c'est quoi déjà le nom de... un film où justement il y a le Rutger Hauer qui joue, et ça se passe dans la Renaissance en Italie. C'est pas de Paul Verhoeven? Oui, justement, c'est de Paul Verhoeven. Il est génial d'ailleurs ce film. Il est trop bien, et regardez-le si vous avez l'occasion. Et je voulais le chroniquer, mais... on verra ça une prochaine fois. Je croule sur le travail. Non, et puis les acteurs, c'est vrai, aussi bien Rutger Hauer
que ce personnage-là, que cet acteur-là, il surjoue à fond et c'est vraiment des personnages des années 80. Oui, tu vois, voilà, ouais. on voit plus trop ça Non, c'est vrai. au cinéma, et on a plus des gueules comme ça et chez des personnages de méchants et qui sont et pas un peu unidimensionnels peut-être, mais surjoués, mais très fun quoi. Et moi le personnage de Léon un peu. Mais moi, du coup, c'est ce qui me manque dans Pardon, celui-là. Non, mais c'est. Voilà. Et par exemple, le personnage de la stripteaseuse aussi, en fait, il est. Ouais. Moi, je trouve que la mort de la stripteaseuse dans le premier, elle est magnifique. Pourtant, c'est ultra. Ça aurait pu être ultra cliché, puisqu'il y a les ralentis, les néons et la musique, où c'est du saxo, là, de Vangelis. Mais sauf que c'est vraiment très 80, limite, film érotique qui passe sur M6 et que tu regardes pendant que tes parents font dodo. Mais du coup, C'est vous dire dans quelles conditions on a regardé Blade Runner quand on était gosse. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, moi, cette scène, je la trouve magnifique, ultra marquante, et voilà. Et je trouve que dans le deuxième, les personnages ne sont pas très... Parce qu'ils a... Même le premier répliquant, Dave Bautista, sa scène est géniale, mais... Moi, je l'ai bien aimé. Non, mais je trouve qu'il... C'est vraiment dommage que ce personnage qui avait tellement de potentiel, enfin, cela dit, il est bon dans ce qu'il... Non, il est très bon, la scène est super bien, lui il est très bon, mais ça dure 3 minutes, et quand il meurt, en fait, tu sors du film, quand tu repenses, parce qu'il fait quand même réfléchir comme film, mais quand quand le film se termine, j'étais pas là en train de faire, ouah putain, ce mec, un des nouveaux personnages cultes de... Parce que moi, les répliquants du premier... Si t'aurais vu la scène en court-métrage, ça t'aurait fait plus d'effet que dans un long. Ouais. Du coup, moi, en fait, dans celui-là, c'est ça, c'est le côté... les personnages sont pas assez marquants, quoi. En fait, je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois, mais je sais pas s'il va autant... En fait, il va pas autant marquer que le... Ils sont un peu trop lissés, mais c'est propre à tout le cinéma actuel. Hein, oui, non, complètement. Mais tu vois, chez Villeneuve, j'ai eu un peu cette impression-là aussi, dans Arrival, Premier Contact, avec des personnages qui m'ont pas marqué du tout. Non, c'est vrai. Voilà, c'est la structure du film, son propos, éventuellement... vraiment l'esthétique, la beauté, c'est quand même très beau ce qu'il fait Villeneuve. Mais pareil, les personnages m'ont absolument pas marqué. C'est pas un réalisateur, je pense, qui se focalise trop là-dessus. Ouais, il y a que dans peut-être Prisoners où il y a le rôle du père qui est... En fait, peut-être dans Sicario aussi le rôle de la femme. En fait, souvent il y a un seul personnage en fait qui se démarque par rapport au reste, mine de rien. Et dans Prisoners, je trouvais que le rôle du père était le mieux exploité. Même si le rôle du flic est génial, mais je pense que c'est plus dû à l'acteur qui, avec toutes ses mimiques, en fait, arrivait à montrer l'espèce de stress de truc intérieur qu'il a, alors que le rôle de... je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui joue dans Wolverine, Hugh Jackman, c'est le plus écrit, on va dire. Parce que c'est lui qui est en colère, c'est lui qui fait ça et tout, mais c'est lui le plus écrit. Après, c'est vrai que ces personnages, c'est quand même des personnages tout le temps super froids, quoi. Comme Benicio del Toro dans Sicario, qui est génial, mais sauf que c'est un personnage super froid. On n'a pas vraiment de... On s'attache pas à lui, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu penses, toi, un peu du personnage de Kay ? Parce qu'on a parlé de la performance de Ryan Gosling, mais pas tellement du personnage... et de sa trajectoire et de ce qu'il essaie de... Et moi je trouve que sa trajectoire est assez géniale. C'est le moment du film où... tout le film, malheureusement on est obligé de faire la comparaison avec le premier quand on regarde le film. Et c'est vrai que moi au bout de 40 minutes, j'étais là, je fais c'est sûr, je vais pas autant aimer ce film que le premier. Ce qui est débile de se dire ça comme ça, mais bon, vu que le premier est culte et mon film préféré. Voilà, donc... Mais j'ai quand même aimé. Donc du coup en fait la destinée de Kay, les deux fois, les premiers retournements de situation on va dire, où il commence à se poser des questions et tout, j'étais là en train de me dire c'est pas mal, c'est peut-être trop facile, mais c'est pas mal. C'est comment c'est fait, comment lui il vit les trucs et sans vouloir y croire vraiment, mais en même temps il veut y croire sans vouloir y croire, c'est compliqué, mais c'est un peu ça. Il est très partagé, ouais. Et du coup, tu sais dès le début que le personnage sait qu'il est un répliquant. Ça c'est génial qu'on le sache dès le début. En fait, il n'y a pas la question. Voilà, vraiment, et en plus il le subit, hein, vraiment, il est. Oui, il s'est insulté dans les. Même ses collègues le méprisent, t'as Skin Jobs. Bon, t'as ce questionnement. Tu commences, mais vraiment très doucement à te poser. Moi, j'étais là. J'étais capté au bout d'un moment, et je suis pas quelqu'un qui capte ce genre de choses très rapidement, normalement, en ayant réfléchi après des heures sur le film.
Et je sentais le truc monter, et c'était de plus en plus martelé, tu vois. Et vraiment, tu te dis, ah, c'est ça le twist. Bon, voilà. Et puis finalement, j'ai réussi à être surpris quand. Ah ouais, quand il y a le deuxième twist. Ouais, voilà. Et puis pareil, là, il joue on sent une sorte de déception. Son regard, sans être vraiment trop déçu, en fait. Je crois que c'est à la fin, du coup, il y a Harrison Ford qui lui pose la question. Enfin, Descartes qui lui fait mais qu'est-ce que je suis pour toi, ou un truc comme ça. Et je sais plus ce que lui répond Ryan Gosling, mais sur la tête qu'il a, en fait, où je fais putain, mais c'est super bien fait, quoi. Je trouve que son personnage est très bien écrit. Il est pas ultra marquant, je pense pas qu'il va marquer. C'est pas Roy, tu vois. Ouais, il va pas marquer l'histoire de la science-fiction, mais il est très. Psychologiquement, il a un cheminement intéressant dans cette idée que effectivement, il pourrait accéder à une relation père-fils finalement avec Descartes, et on est tous là à se le demander dans la confrontation, évidemment, hein, c'est le fait recherché par les scénaristes, et puis finalement non, on n'est pas du tout sur ce truc. Pour une fois, Harrison Ford ne se trouve pas confronté à son fils, ce qui est le cas dans putain d'Indiana Jones et dans le putain de Star Wars. J'ai trouvé ça assez habile, un peu contenu un peu méta du film. Pour une fois, Harrison Ford n'est pas en train finalement de s'opposer à sa progéniture. Et donc finalement, ouais, ça passait plutôt bien. Et alors, une fois qu'il y a eu ce deuxième twist, la réflexion de Kay sur sa place dans cet univers, son rôle dans cet univers. Qu'est-ce que c'est mon rôle dans ma vie? Mon rôle de flic est terminé, c'est clair. Oui. Mon rôle pour lequel j'ai été fabriqué est fini. Donc du coup, il faut que je trouve ma propre voie ou que j'accepte éventuellement le sort qui m'est destiné. Et c'est finalement ce qui se passe un peu à la fin. J'ai l'impression. Il a cette confrontation, il finit par libérer Descartes, et là son rôle est terminé, et donc il s'allonge, tu vois, sur les marches du truc où il y a. Et pareil, cette scène elle est très longue aussi. Quand il s'allonge et tout, en fait, on sait jamais comment elle va se terminer cette scène. Si on va le voir, on va dire mourir, si on va le voir à un moment se relever, genre. On sait pas s'il meurt. Oui, on sait pas s'il meurt. C'est ça qui est bien. Mais en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça explique pas tout. Enfin, à part certains passages un peu plus, mais ça explique pas tout, et ça, comme ça prend son temps. C'est ça qui est bien par rapport aux 3/4 des blockbusters, enfin des films de science-fiction modernes, où on t'explique, attends, lui il est en train de mourir là, lui il est en train de faire ça, lui il fait ça parce qu'on fait ça. Martelé, voilà quoi, là ça prend son temps et ça explique pas tout, et c'est ça qui est intéressant. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. Mais du coup, ils ont Ryan Gosling disponible pour un troisième. Mais on sait pas, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de troisième. Je suis sûr que si ça a marché au box-office. Je sais pas si ça a marché au box-office. Je crois que ça n'a pas tant marché que ça. Pas tant que ça. Ouais, je sais qu'aux États-Unis, je crois que ça n'a pas. Ouais. Ça a marché, mais c'est pas ça n'a pas été un carton non plus. D'accord. Bah écoute, je sais pas. Faut se mettre dans la tête d'un producteur d'Hollywood. Mais bon. S'ils ont Ryan Gosling et qu'ils le font signer pour un troisième, on aura un troisième. Hein. Oui, il y aura Harrison Ford qui servira encore plus à rien. Moi, j'espère qu'on le verra pas. Putain, il le tue. Parce que du coup, on revoit Harrison Ford, on revoit Rachel, et aussi on revoit, comment il s'appelle, avec cette scène qui sert un peu à rien, avec celui qui fait les origamis dans le premier. Ah, Gaff, ouais. Je parlais du personnage de Gaff, qui du coup est ultra démystifié. Et qui comparé, donc ça n'a un peu rien à voir comme film, mais là en fait dans Blade Runner on retrouve le personnage de Gaff à l'hôpital psychiatrique ou de repos, maison de repos. Oui, exactement, je sais pas pourquoi je dis psychiatrique, il est dans une maison de repos. Ça aurait pu être intéressant. Ouais. Justement, on est peut-être. Oui, c'est vrai, ça aurait été plus intéressant. Alors que là, une maison de retraite, bon, il a l'air heureux. Voilà, et le truc, c'est ce personnage est ultra mystérieux dans le premier, et tout d'un coup, de retrouver dans une maison de repos, là, en train de parler tout à fait normalement. C'est le personnage qui fait les petits origamis. Et du coup, ça démystifie le personnage. Et du coup, dans Virgin Suicide,
un film qui n'a absolument rien à voir dans les thématiques et dans l'esprit. Mais il y a le personnage de... je me rappelle plus de son nom, mais donc c'est Josh Hartnett qui le joue, et qui est il s'appelle Trip Fontaine. Et le personnage de Trip Fontaine, c'est le beau gosse dragueur qui arrive à sortir avec la sœur Luce, je crois que c'est ça le nom de famille, Lux, ou je sais plus. Bon bref, il sort avec le personnage joué par Kirsten Dunst qui affole tout le monde au lycée, et ce gars, c'est le beau gosse, il fume des pétards, il drague les filles, tout le monde l'aime. Et on le voit plus tard dans le film, des années plus tard, où il se retrouve dans un centre de désintox, on dirait. Je crois que c'est ça. Et c'est justifié parce que ça montre qu'il il a subi des choses, qu'il a eu des erreurs, et qui maintenant c'est plus ce beau gosse. C'est-à-dire que le beau gosse est devenu quelqu'un de tout à fait normal. Mais c'est justifié en fait par ce qu'il a dû subir dans sa tête et dans voilà. Là, dans Blade Runner, le personnage de Gaff qui se transforme en espèce de gars tout à fait normal. Ça n'est sans intérêt, chiant. C'est aucun intérêt. Alors que dans le premier, tu l'entends jamais parler, il est là en arrière-plan. Tu sais pas si il est dans la tête de Descartes en fait. Oui, parce que c'est vrai que personne d'autre n'interagit vraiment avec lui. Ouais, c'est vrai. Sauf une scène où il y a un flic de base, mais et il parle pas anglais, tu vois, il parle une espèce d'argot propre à là où se passe le film. Dans le livre de Dick se passe à San Francisco. Là, c'est vrai qu'il est terriblement mal transcrit. Il voulait juste mettre Edward James Olmos parce que dans le film, je pense. Parce que ce côté, en plus, il a un côté mystérieux, puis il a toujours un temps d'avance en fait par rapport à Descartes, on dirait. Ouais. Il sait ce que va faire Descartes. Il est là quand il pose. Il est là sur le toit à la fin. Oui, voilà, il est là à la fin. Tu sais pas comment il vient de mourir. Tu sais pas comme il a fait pour arriver là. Quand il dit donc du coup You've done a man's job. Voilà, et quand il fait à Harrison Ford, il lui dit c'est dommage, mais là va falloir que tu finisses ton travail. Ça veut dire qu'il sait ce qui se passe, quoi. Tu sais pas comment il fait pour savoir ce qui se passe, mais il le sait tout le temps. Là, il se transforme en un gars qui, écoute, ça y est, moi je suis fatigué, j'ai 70 ans et. Il trouve à la fin Descartes trouve ce petit origami là, en sortant de son appartement avec Rachel. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a cet origami de licorne qui pose la question un peu principale du film. Il sait, c'est sans doute un Blade Runner aussi, mais du coup, elle est totalement démystifiée. Et moi, c'est ce que j'avais trouvé super fort avec le premier Blade Runner, cette espèce de magie, tu vois, qui l'englobe. Moi, j'ai l'impression, chaque fois que je vois Blade Runner, je vois une espèce de tu vois, cette image un peu bleutée, cette lumière un peu bleutée, là, avec des ténèbres autour. Et d'aura magique. Vraiment, je le visualise comme ça, le film. Et là, on n'est pas du tout. Mais ça manque de sel. Ça manque de sel. Ouais, il manque quelque chose. Il manque une magie. Il est ultra beau, ultra bien fait. C'est super. Enfin, il y a une véritable ambiance. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a une véritable ambiance dans ce film. Mais il n'y a pas. Très propre à Villeneuve, d'ailleurs. Ouais, non, complètement. Moi, je n'arrive pas à définir un peu son style, mais à part ce que tu as dit sur les silences. Mais mais il n'y a pas de. Alors peut-être que ça va gagner avec l'âge en fait. Ça se trouve c'est comme du vin, on ne sait pas. Parce qu'il y a des films en fait où des fois la première fois on comprend pas. Et moi il y a des films que je n'ai pas du tout aimé la première fois et qui maintenant sont cultes pour moi. Par exemple Ace Ventura. Non, je rigole, je l'ai toujours aimé. Mais j'avais pas tout compris la première fois. Non, mais par exemple, moi, le premier Blade Runner, c'est le meilleur exemple. C'est la première fois que je l'ai vu. J'étais très jeune, je devais avoir 9 ans, je pense, ou 10 ans. J'avais une double cassette où il y avait le Fugitif en premier, et après, il y avait Blade Runner. Et Blade Runner, on entendait tout le temps parler et tout. Je me suis dit, je vais le regarder. Je l'ai vu la première fois, j'ai pas compris. Mais j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai aimé l'ambiance, mais j'ai pas compris le film. Non. Mais j'ai vraiment pas compris. Pareil, j'étais paumé. Pourtant, il est pas super compliqué. Il y a des mini thématiques après qui sont plus compliquées, mais le scénario de base n'est pas compliqué, mais je comprenais pas en fait. Je comprends que ça s'adresse pas, tu vois, forcément à tout public, quoi. Ah oui, carrément. Le niveau de lecture sur lequel tu peux prendre Blade Runner, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais il est quand même assez intellectualisant. Oui, voilà. Et du coup, le truc qui m'avait marqué à 9 ans, c'est j'étais là, j'ai rien compris, mais waouh,
qu'est-ce qui se passe quoi. L'ambiance elle est folle. Je tâche, l'ambiance est folle. Je sais pas si j'aime le film, mais l'ambiance est folle, il me marque. Et du coup, je l'ai revu peut-être 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Et j'ai commencé à plus comprendre le scénario et j'étais toujours là en train de faire cette ambiance. Et plus je le vois, j'ai vu je sais pas combien de fois, mais à chaque fois, alors maintenant je le connais quasiment par cœur, mais je vois des nouveaux trucs en fait, des nouveaux petites subtilités, de nouvelles choses et tout. Donc il m'a marqué dès la première vision, il m'a marqué en me disant ouais qu'est-ce que j'ai vu. Là celui-là, j'ai fait j'ai réfléchi après, mais il ne me marque pas autant que celui-là. Alors peut-être que plus je vais le voir, plus je vais l'apprécier, mais il y a pas, il manque ce sel quoi. C'est peut-être aussi le fait qu'on soit plus âgé. Possible. Que la magie qui nous a capté pour le premier fait que. Mais moi j'ai eu un peu l'impression de me promener dans une expo d'art moderne. Tu vois. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Et de voir des œuvres intéressantes intellectuellement, mais un peu désincarnées, quoi, tu vois. C'est un peu. Regardez, j'ai fait une structure en fil de fer qui signifie ça. Alors c'est intéressant, mais c'est pas. Mais parce que après, je pense qu'il a voulu qu'il y ait un truc un peu désincarné. C'est un peu. Tu peux moins toucher un gosse de 9-10 ans avec ce film-là que le premier Blade Runner, par exemple. Je trouve qu'en fait, ce côté désincarné, ça illustre aussi le scénario du film, en fait, avec ces humains qui sont moins humains que les robots, enfin les réplicants, quoi. Peut-être que ça illustre aussi cette chose-là, mais du coup, ça fait que le film reste moins en tête et moins marquant, quoi. Et pourtant, c'est un des plus beaux films de SF que j'ai vu ces dernières années. Et, on est quand même gâté en termes de SF. C'est vraiment bien, mais je sais pas s'il va marquer l'histoire du film de la SF, en fait. Mais à titre comparatif, j'avais vu ça aussi dans le Fossoyeur du film où il parlait de Ghost in the Shell et qu'il expliquait avec Blade Runner. Et c'est vrai qu'il est. Ghost in the Shell. Mais non, mais c'est vrai que moi, par exemple, qui est un grand fan de l'animé de Ghost in the Shell, quand j'avais vu le film, je faisais partie de la catégorie. C'est là où je me suis dit que je suis pas le fan le plus hardcore, parce que j'avais dit que quand on voyait Ghost in the Shell, il y avait 3 publics. Il y avait celui qui connaît pas du tout l'œuvre originale et qui va du coup voir le film en faisant ah ouais c'est fun, c'est bien fait, il y a des explosions et tout. Il y a celui qui aime l'animé original qui va faire ah bah c'est super bien fait, il y a des gros défauts mais c'est quand même ils sont pas en train de tout détruire en fait, ils n'ont pas ultra américanisé et tout détruit. Et après, je pense que vraiment le fan hardcore ne peut pas aimer Ghost in the Shell. Le fan hardcore, il aime le matériel de base, le manga. Oui, voilà. Oui, il aime c'est ça. Je me suis amusé à le relire là il y a pas longtemps parce qu'on moi je le lisais chez mon frère. Oui. Toi aussi. Oui. Tu l'as lu là. À côté des Akira. Quand on était môme et qu'on avait 7 ans, on lisait Ghost in the Shell et Akira. Je tue personne, mais... Non, on a grandi pour être des adultes responsables. J'ai des penchants chelous. Et des éléments productifs de la société. Mais c'est vrai que quand tu vois la complexité du manga Ghost in the Shell, et tu te dis mais c'est impossible à adapter, quoi. L'intrigue est politique à tiroir et avec les relations entre les personnages, etc. Le personnage de Batu, mais aussi les autres membres du squad qui sont importants, et le personnage de Motoko Kusanagi qui essaie de se dépatouiller dans une lutte entre services de police, c'est ça, et entre dans un truc de complot politique au sein du gouvernement japonais. Je pense que c'est inadaptable pour faire un long métrage, peut-être pour une série, peut-être. Mais du coup, long métrage grand public, moi le long métrage, du coup, je trouvais qu'il était très grand public. Ça expliquait beaucoup de choses. Il rajoutait des scènes pour expliquer le côté. Alors le côté, c'est européen. C'est ce qu'avait été White Bashing compagnie, qui a été reproché. Je le comprends. Après, je trouve qu'ils se sont. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'asiatique, mais c'est quand même le fait que ce soit des robots, des trucs comme ça. Le fait que ça se passe pas au Japon. Oui, voilà, mais ils arrivent un peu à trouver des alternatives. Bon, le fait que quand il va voir la mère, que c'est une asiate, tout, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Quand ils font ah oui, mais en fait c'est qu'avant t'étais asiatique, voilà, bon, ça sert un peu à rien. Mais le film, je le trouvais assez bien fait techniquement et tout. Mais alors par contre, voilà, quoi, j'ai vu le film, je suis sorti du film, j'ai
complètement oublié. Tu vois, j'ai vu un objet bien fait, mais vide, vraiment vide. Et le Blade Runner, en fait, n'est pas du tout vide. Vraiment. Ah ouais, non. Mais pourtant, le Ghost in the Shell avait créé quand même une esthétique assez sympa, je trouve. Moi, le Blade Runner 2049, c'est un objet cinématographique qui me pose un problème. Vraiment. Enfin, quand je t'ai proposé de faire cette critique, je venais d'habitude, ce que je fais, moi, c'est que sur mon profil Facebook personnel, j'écris une petite impression sur un film et je partage ça avec mes amis. Et là, j'avais essayé d'écrire ça et au bout de 2 pages, je m'étais dit, mais attends, t'es en train d'écrire une dissertation. Putain, c'est un film qui, en tout cas, m'a pas laissé indifférent, quoi. Non. Et qui m'a vraiment marqué, qui a plein d'idées intéressantes, mais qui esthétiquement a plein de choses à offrir. Ouais, est-ce qu'il a pas cette magie-là? Ça manque d'âme. D'âme, ouais. Mais est-ce que quelque part, Villeneuve, c'est pas obligé de faire une espèce de répliquant du film d'origine? Ouais, c'est vrai. Bon, là, on est dans le méta, mais, mais quelque part, ouais, il y a un peu ça. C'est l'idée de faire une espèce pas de copie, mais d'étendre, en tout cas, sur le matériel d'origine. Forcément, c'est le problème quand tu t'étends, t'as peut-être parfois moins de matière. Là, il y a quand même des choses. Mais est-ce que ce qui relie ces choses entre elles fonctionne? Ça, c'est comme l'électricité, tu vois. On revient sur nos moutons électriques. Là, je fais des métaphores à la chaîne, mais ouais. Moi, je trouve qu'il manque un peu de lion. Mais, non, mais c'est le problème d'étendre, de toute façon. C'est clairement ça. On verra s'ils en font une franchise. J'espère pas, je prie. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the luck, and he has the key. Alors, sur l'aspect politique, je vais peut-être plus développer moi, mais n'hésite pas à me faire des remarques. Notre président s'appelle Macron. Ça, je sais. Et il nous prépare un bel avenir à la Blade Runner. On verra. Non, mais ça revient sur ce que je disais. Est-ce que Blade Runner est encore un film de science-fiction dans une société... on n'en est pas là, clairement. Je suis pas en train de dire qu'on est du tout dans une société à la Blade Runner. Ça serait complètement complotiste et complètement faux. Mais l'univers de Blade Runner, donc, c'est un univers qui est, à mon avis, très marqué donc, par la puissance des corporations. Il y a encore visiblement un État. Ils nous le disent au début du film, il y a eu une loi anti-répliquant qui fait que, notamment, la compagnie Tyrell a fait banqueroute. Visiblement, les humains ont pris conscience du fait que les répliquants s'échappaient des colonies pour revenir sur Terre. Et donc, il y a encore une forme d'État qui contrôle en tout cas la police. Et là, dans Blade Runner d'origine, c'est vrai que les relations un peu entre la police et Tyrell Corporation, par exemple, étaient un peu bizarres, tu vois. Descartes arrive chez Tyrell, directement le président de la compagnie. Il y a toute une intrigue dans le bouquin de Kadik d'origine qui est assez fine là-dessus. Elle n'est pas vraiment remise parce qu'il y a une histoire de lobbying pour faire retirer les Nexus 6. Et ils essaient de piéger Descartes en le filmant sur un test de Voigtkampf raté. Et puis c'est le test qu'on voit dans le film avec Rachel, mais sauf que c'est tourné un peu différemment. Ils essaient de faire que la police puisse pas faire retirer les Nexus 6 du commerce en ayant cette vidéo là. Et Descartes arrive quand même à s'en sortir en montrant que Rachel est une réplicante. Et ouais, dans le film d'origine, il y a quand même un rapport un peu bizarre entre la police et la corporation Tyrell, quoi. Enfin, c'est quand même bizarre. Vous avez une société privée qui fabrique des réplicants qui sont envoyés dans la colonisation dans l'espace. On sait pas trop ce que la colonisation c'est dans le premier Blade Runner. C'est assez assez flou. Il y a tu vois des dirigeables qui passent en faisant de la pub. Tu te demandes pourquoi tous les humains sont pas partis. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Genre, on va m'envoyer faire du travail forcé dans un truc où je vais crever d'une maladie au bout de 6 mois ou... Enfin, tu sais pas trop. Et visiblement, c'est très corporate, donc géré par le privé. Et ouais, enfin, c'est bizarre. En gros, les compagnies qui manufacturent des réplicants font
des réplicants qui s'envoient dans l'espace, des machines, qui sont utilisés aussi pour faire la guerre. Et apparemment, visiblement, une fois que par contre il y a des problèmes, c'est pas leur problème, quoi. Oui. Je pense à la phrase de Descartes qui dit If a replicant is a benefit, it's not my problem. If it's a hazard, it is, tu vois. Si ça devient un problème, ça devient mon problème. En gros, le service public gère la merde et les compagnies gèrent juste l'aspect positif. Et c'est un peu une philosophie politique assez qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans les rapports entre le privé et le public. Par exemple avec la crise de 2008, tu vois. C'est en gros un certain nombre d'acteurs privés, de banques qui ont provoqué la crise de 2008 par le système financier, le système économique. Et en 2008, quand il a fallu sauver le système financier, on a appelé l'État à la rescousse. La finance, voilà, c'est notre problème si c'est un bénéfice. Mais si ça devient un problème, justement, voilà, on s'en lave les mains, quoi. On laisse les États gérer. Et je trouvais ça un peu là-dedans. Bon, on peut poser la question. You're a cop. I had your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scrambled the records. We were being hunted. Moi, je trouve concrètement, tu vois, le répliquant incarne un peu ce qu'est cette transformation de ce qui autrefois on avait des travailleurs humains qui faisaient des choses, qui créaient de la richesse. Là maintenant, tu as des machines à la place qui le font. Tu te poses même la question de l'humain dans le système économique, puisque tu as des réplicants, des machines qui sont fabriquées pour faire les trucs durs. Et déjà, à mon avis, dans les années 80, c'était une idée assez innovante. Ça, tu la voyais pas partout. Aujourd'hui, on commence un peu à en discuter. Et encore, surtout aux États-Unis, en Europe, l'idée commence à vraiment arriver tout doucement. Et moi, c'est un des trucs pour lesquels je trouvais Blade Runner assez visionnaire sur qu'est-ce que va être notre futur dans un monde où le travail transforme les machines. Quand même propre à l'univers de Kadik, en fait. Ouais, on le retrouve dans d'autres de ses œuvres. Il y a toujours, en fait, dans le truc de Kadik, des grandes entreprises qui, alors c'est pas spécialement des robots, mais ça touche souvent des sujets qui maintenant sont importants, quoi. Mais je trouve que là, l'histoire de grandes entreprises qui font un peu de la merde pour parvenir à leur fin, c'est assez propre au roman de Kadik. C'est vraiment dans l'identité de ses œuvres. On discutait, tu me parlais de Ubik, ouais, où c'est 3 sociétés qui dirigent le monde, en fait. Ouais, et moi je trouve ça c'est un peu ce qui est terrifiant dans Blade Runner. On a un aperçu un peu de ce que réalistiquement ça pourrait être un monde géré par les corporations. Le monde continue de tourner d'une certaine manière, mais de manière un peu inquiétante, quoi. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. L'État a l'air de se dissoudre vraiment dans ses fonctions régaliennes, la police, la justice, visiblement, plus ou moins. Enfin, quoique dans Blade Runner 2049, apparemment, la justice s'applique dans les villes, mais visiblement, les corporations peuvent balancer des bombes sur les gens dans les périphéries. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a fait penser un peu toute la question des guerres justes, ou des interventions de police occidentale, un peu en dehors de... On fait pas la guerre, on fait la police maintenant. Je sais pas, en Irak ou en Syrie, tu vois. Peut-être qu'il y avait un message là-dessus, je sais pas. Et là, pour le coup, c'était même pas un État, tu vois, c'est une corporation privée qui suit donc le personnage de Kay et qui balance des bombes sur les gens. C'est un peu hallucinant, quoi. Et militarisation des corporations privées, enfin en tout cas, où visiblement le personnage de Wallace à un moment dit à Descartes, je vais vous emmener sur une colonie là où j'aurai le droit de vous faire ce que je veux, quoi. Donc apparemment la torture est toujours pas légale sur Terre, mais elle l'est apparemment dans les colonies, ou en tout cas il est suffisamment puissant dans les colonies pour ignorer les formes de gouvernement humain. Une autre question qui peut se poser dans un futur proche avec la colonisation de Mars et Elon Musk qui veut coloniser Mars, est-ce que
S'il réussit, hein, on verra. Je suis pas encore convaincu. Mais effectivement, sous quelle juridiction sera cette entreprise de colonisation, quoi. Est-ce que ce sera celle d'un milliardaire privé qui contrôle tout, qui peut fixer les règles comme il veut? Ou est-ce que les gens, en restant citoyens des nations terriennes, etc. Bon, ça on verra. They know you're here. You do not know what pain is yet. You will learn. Bon, est-ce que Descartes est un répliquant? Moi, j'aime imaginer que non. Moi, je pense que la question est complètement conne, en fait. Je l'ai posée Oui. à dessein. Mais en fait, moi, à la fin du premier... mes premières fois où j'ai vu le film, en fait, je me suis jamais posé la question. C'était pas... j'avais pas compris la subtilité de la chose et tout. En fait, je l'ai su tard. Après beaucoup de visionnage et surtout après avoir vu des articles sur internet où ils expliquaient... Après avoir vu le jeu vidéo, moi. Ah ouais, mais je rêve d'y jouer, je l'ai jamais eu. Bah, il est en abandonware, s'il se trouve. Ah oui? Ouais. J'adore. Il y a un jeu vidéo Blade Runner, si vous avez l'occasion, c'est un point and click. Bon, il est un peu technique parce qu'il faut trouver des indices, il faut faire un vrai travail de détective, pas comme Descartes qui est assis dans son canapé en sirotant son whisky et en jouant du piano. En jouant du piano et en faisant des zooms sur des photos en résolution. Mais, pourri. Je sais pas ce que c'est le Photoshop qu'il a, mec. Ah, c'est un peu pourri. Mais attends, les photos elles doivent être en une résolution de malade parce qu'ils zooment sur un petit détail de merde. Oui, ils arrivent toujours à avoir des trucs. C'est là où ils voient l'écaille d'un serpent. Voilà. Mais c'est le. Et moi, la question, en fait, je me la suis jamais posée jusqu'à tard, quand j'ai vu des forums. Et j'ai compris après. Mais après, en plus, ça dépend des versions que tu regardes. Oui, mais c'est le directeur. Parce qu'il y a celle avec la licorne, là, qui en fait n'était pas au début, puisque la licorne vient du film Légende, je crois. Ouais. Et ah bah oui, c'est le film dont je te parle. Oui, voilà, du coup, ok. Troisième de la trilogie. Et ça vient de là, enfin, il y a beaucoup de... Ça dépend de la version qu'on regarde du film, c'est là où tu te poses les questions ou pas. Et en plus de ça, dans le 2, ils en parlent, c'est même limite un peu dit quand même. Enfin, il y a une question de Jared Leto, je sais plus ce qu'il dit à Descartes, mais tu sens qu'il lui fait croire... mais c'est un peu toujours dans le mystère, quoi. C'est peut-être que ça en vient, peut-être que ça en Moi, vient. j'ai trouvé bien parce que c'était assez subtil. Enfin, on reste dans l'ambiguïté. Oui. De toute façon, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, c'est bien connu. Et là, vraiment, c'était... le fait que Descartes soit un répliquant ou pas, you were made for... On s'en fout. Enfin, il faut rester dans l'ambiguïté là-dessus. Oui, non, mais complètement. C'est, à mon avis, absolument essentiel pour que le film continue à fonctionner et à rester intéressant. Mais moi, je pense que ça n'est pas... Non, là, la question qui est vraiment intéressante, c'est, à mon avis, en tout cas dans la confrontation entre Roy et Descartes, moi, c'est ce que j'avais essayé de comprendre, c'est comment est-ce que si vous voulez, est-ce que nous, en tant qu'individus, nos idées viennent de nous? Est-ce notre conscience est relativement libre? Ou est-ce qu'on est fait aussi par notre environnement, par nos rapports dans la société, notre place dans la société? Par exemple, Descartes, il est flic, donc il a un rôle social dans cet univers qui est défini. Et est-ce que quelque part, justement, pour se libérer de ce que le monde fait de nous, en fait, il faut pas en être conscient et être capable à partir de là de dire je fais mes propres choix en essayant de m'abstraire de ma position dans la société, des rapports de force auxquels je suis soumis, notamment celui du travail, parce que dans une relation de travail, donc de soumission vis-à-vis de... on ne sait pas bien d'ailleurs quel est son statut. Dans le roman de Kadik, il est bounty hunter, il est chasseur de primes. Là, il est policier dans Blade Runner. Il est dans un rapport qui le place vraiment en soumission économiquement et hiérarchiquement par rapport à des gens. Et d'une certaine manière, il est fait par ça, quoi. Et moi, je trouvais j'analysais la scène de Roy justement comme ça, une tentative de se libérer de ça. Alors peut-être une scène d'inspiration un peu marxiste,
c'est le genre de choses qui a été théorisé par Marx et Engels dans l'idéologie allemande et dans le manifeste du Parti communiste. Nous sommes faits par la vie, et ce n'est pas, enfin, notre conscience est faite par la vie, et ce n'est pas la conscience qui fait la vie, ce n'est pas nous qui sommes complètement libres de penser le monde comme nous le voulons, les idées que nous avons nous sont aussi imposées par le monde. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. Et enfin ouais, j'avais cette vision là de cette scène et une tentative de dire peut-être qu'il y a autre chose de possible et une possibilité de s'émanciper de ça justement. Par exemple, moi j'étais un répliquant, j'étais forcé de faire ça et je me suis j'ai réussi quelque part à choisir ma mort et aussi à choisir arriver à dépasser ma condition, notamment pour les répliquants en ayant de l'empathie pour un être vivant quoi. C'est à mon avis ce qui fait de Roy un antagoniste super intéressant dans le premier Blade Runner, c'est que c'est un personnage qui est censé être un modèle militaire, voilà, réduit à cette fonction là, et finalement il tue son père, comment dire, symbolique, son créateur. Voilà, et son créateur. Il y a une scène coupée dans le premier Blade Runner où il est dans l'ascenseur après avoir tué Tyrell, où il entend la voix de l'ordinateur et où il appelle, il crie Mom, Mom. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est assez rigolo. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Et puis il crée cette relation avec Pris dans le premier aussi. Ouais. On voit, alors qu'on pense que dans le bouquin de Kadik, les répliquants n'ont pas de relation entre eux. Enfin, ils ont une relation très fonctionnelle, assez peu empathique. Et alors là, il crée cette relation avec Pris. Surtout qu'à la mort de Pris, il a ce côté limite animal en plus. Ouais. Il est en train de foutre son nez dans ses blessures. Je crois que après, il crie comme un loup. Ouais. C'est le retour à la... C'est très, très intéressant ce thème animal qui est pas du tout enfin, qui est très présent dans le bouquin de Kadik et qui est un peu suggéré dans Blade Runner et qui disparaît dans Blade Runner 2049. Ouais. Et peut-être un peu dommage. Bah, le seul truc avec les animaux dans Blade Runner 2049, c'est avec le chien de... Et le cheval. Ah oui, ça y est. Mais le cheval, c'est plus un objet... Parce que le chien, il lui pose la question, il fait c'est un vrai, et il fait... j'en sais rien. Enfin, pas que j'en sais rien, mais... J'en sais rien. Tiens, je lui fais boire du whisky. Voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, quoi. Harrison Ford au sommet de son art. Donc, oui. Mais... pas mal. Time to die. Donc rebâti, Messie de la libération. Moi je le voyais comme ça en tout cas. Ouais, non, il y a un message très subversif à mon avis dans ce Blade Runner d'origine. Et pour le coup, un peu moins peut-être présent dans le Blade Runner 2049 avec la conclusion de Kay, qui m'a l'air d'être bon. Il se rebelle quand même, tu vois. Il va sauver Descartes. Il va le chercher dans cette scène de combat qui est âpre, est très difficile. Il finit par vraiment de ses mains tuer son antagoniste. Et malgré ça, à la fin, il s'allonge et il a l'air un peu résigné, tu vois. L'air un peu d'avoir une conclusion. Moi, j'ai trouvé, enfin, c'est l'idée que j'ai eue en voyant ça. J'ai pensé au roman de Calderon, qui est un roman de 1643, à l'époque où les répliquants et tout ça n'existaient pas, et avant la SF et tout, où c'est un roman où il y a un mec qui se pose la question: est-ce que la vie est un rêve? Il a été éduqué dans une tour hors de la civilisation,
et il se demande un peu est-ce que la vie est un rêve, et finalement un personnage comme Kay, tu vois, qui a été manufacturé, qui a cru qu'il pouvait accéder finalement à prendre le contrôle de sa vie, qui finalement a réussi d'une certaine manière à le faire, mais qui finit par s'allonger et un peu à se résigner, je trouve. Il a une conclusion un peu comme ça, genre j'ai vécu un rêve, tu vois, j'ai connu l'amour, c'est un vrai amour avec une IA ou un faux, la question... ça, d'ailleurs, il y a une scène jolie, la question ouverte, oui. Quand il repasse dans le... Après qu'elle meurt, là, et qu'il passe devant sa version immense. Et je trouve que ce passage est joli, quoi, parce qu'il est un peu, on sait pas ce qu'il pense vraiment, si c'est oui, bon, en fait ce que j'ai vécu c'était faux, ou est-ce qu'il repense à elle en disant bon bah moi c'était pas la même chose. Enfin, je trouve assez bien faite la scène, parce que c'est pas avec un gros stabilo en train de surligner, tu sais, c'est assez trouble, quoi. Puis je suis devant cet objet publicitaire. Est-ce qu'il a été élaboré pour moi ou pour tout le monde, et ça c'est assez trouble. Et est-ce que c'est la même personne que j'avais en face de moi auparavant? Non, c'est sûr, c'est pas la même personne, c'est juste un écho ou un souvenir. Et du coup, ça c'est assez bien fait. La question de l'IA est plutôt bien traitée, moi, j'ai trouvé. C'est vrai. Et ce sera peut-être une question d'importance dans les années qui viennent. Un mot en conclusion, Mathieu? Ben, il faut quand même voir ce film. Ouais, non, je pense qu'il est très intéressant. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Je pense que des gens peuvent se faire chier assez vite. Ouais, mais a priori, si les gens qui regardent la vidéo, je pense qu'ils sont là, c'est que... Oui, ils l'ont déjà vu. Soit ils l'ont déjà vu, soit ça les intéresse. Il faut je pense qu'il faut plusieurs visions pour l'apprécier, et après refaire ça dans 2 ans et en reparler. Ouais, je pense qu'on verra la suite s'il y a une franchise qui se crée. Mais moi ça m'a quand même, ça apporte un autre éclairage sur l'œuvre de base, notamment la question de est-ce que les réplicants peuvent avoir des enfants. Ça essaie d'approfondir cette thématique de la place de la procréation dans la vie. Moi, elle est peut-être secondaire. Moi, je pensais que le premier film suffisait un peu à lui-même sur cette question de la vie. Moi, le sacrifice de Roy me suffisait, mais on essaie d'étendre, et c'est pas fait connement du tout. Non, c'est assez bien fait, c'est assez intelligent. Il y a des défauts, mais c'est quand même de très bonne qualité. Est-ce que tu recommanderais aux gens d'aller voir Blade Runner s'ils n'ont pas déjà été le voir, si quelques-uns parmi vous ne l'ont pas encore vu? Le 2049 ? Oui, si on a aimé le premier, faut voir le deuxième. Si on n'a pas aimé le premier, faut pas aller voir le deuxième, par contre. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est quand même... ça pousse les limites du premier encore plus loin, en fait. Ouais. Donc du coup, si on n'a pas aimé le premier, je pense qu'il faut pas voir le deuxième, mais si on a aimé, il faut le voir, et se faire son avis, en fait, même si on n'aime pas. Est-ce que tu recommanderais le premier je recommande... Si on aime la science-fiction, il faut absolument le voir. Si on n'aime pas la science-fiction, il faut absolument le voir. En fait, c'est faux. J'ai du mal à en parler avec des gens qui n'aiment pas ce film, parce que je m'énerve très facilement. C'est ridicule, mais je m'énerve très facilement quand je parle de ce film. Faut pas. Mais je pense qu'il faut le voir, même si à la fin on n'aime pas, parce que c'est quand même un film ultra important dans l'histoire du cinéma, en fait. Tu te rends compte, ça fait presque 15 ans qu'on en parle. Oui, voilà, quoi. Donc, du coup, c'est quand même un film ultra important. Non, il y a des films comme ça, et des films, même si on les aime pas, faut les voir, quoi. Non, je suis d'accord. Ne serait-ce que en essayant de peut-être se laisser capter par cette magie sans forcément intellectualiser le truc. Non, c'est faux. Parce que ça peut, comme tu disais, ça peut suffire. C'est c'est quand même. Et est-ce que tu recommanderais le livre de Kadik Alors moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais je le recommande. Non, mais en fait, je le recommande parce que c'est comme quand les gens sont fans de l'anime d'Akira et qui n'ont jamais lu la BD. Ça ouvre de... Ah, c'est pas la même chose en plus. Oui, mais ça ouvre de nouvelles... de nouveaux horizons, quoi. Ah non, il faut la lire, la BD d'Akira, si vous aimez l'anime d'Akira. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais lu la BD. Vous allez vous régaler, putain. Ah oui, non, mais surtout que la BD, elle est... 10 fois plus excellente. Ah ouais, c'est... Mais du coup, je trouve que c'est pareil, quoi. Quand il y a
Si on a aimé un film ou si on a aimé... moi j'aime bien voir après l'élément de base en fait. Mais tu vois, c'est ce que je me disais en regardant 2049 finalement. Moi j'aime cet univers, donc plus on m'en donne, plus je suis content en fait. Mais c'est la logique des studios hollywoodiens aujourd'hui, hein. Ils te font des franchises à rallonge. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui en redemandent encore et encore, tant que c'est un peu de qualité moyenne ou même de bonne qualité, tu vois. Il y aura toujours des suites, quoi. Ouais, je veux pas qu'il fasse une suite, mais j'irai voir la suite. Voilà. Moi, je vous recommande, en tout cas aussi, d'aller voir le premier Blade Runner, en tout cas. Vous regardez-le. Si vous aimez, allez voir Blade Runner 2049. Et je suis en train de lire le livre de Kadik. Et je suis en train de me régaler. Si vous êtes fan, vraiment, lisez le livre. L'histoire est un petit peu différente. Et c'est assez marrant. Je trouve que, notamment, le personnage de Rachel est beaucoup plus intéressant. La fin... j'ai lu la fin. Je sais, j'étais pressé, j'ai beaucoup de boulot. Et donc le personnage de Rachel est vraiment... prend une autre dimension. De toute façon, je vous conseille de lire du Philip K. Dick si vous aimez la science-fiction. Ouais, non, c'est... Parce que c'est quand même assez incroyable tout ce qu'il a inventé et même ce qu'il a pu imaginer. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant que lui, parce que lui, je ne sais plus quand il a écrit ça, dans les années 60, je crois. Faudra qu'on parle du maître du Haut-Château aussi. Hein. Que j'ai, alors j'exagère complètement, j'ai parlé du bouquin de Kadik, mais je l'ai acheté hier, hein. Je l'ai lu juste avant la vidéo. Pareil pour le maître du Haut-Château, je l'ai toujours pas lu ni rien dès la série. Donc, et voilà. Là, je conseille. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-nous un petit like en dessous, rejoignez-nous sur Facebook. Je remercie Madji d'avoir bien voulu faire cette critique avec moi. C'est lui qui a fait le petit logo au début de toutes les vidéos de Res Publica Universalis. Donc bravo à lui, parce que franchement c'est un des trucs qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup donné confiance. C'est complètement con parce que c'est un petit truc, mais franchement merci Madj. Et puis voilà, il est graphiste, animateur, etc. Donc il est toujours en recherche de projets si vous avez des trucs éventuellement. Oui, carrément. N'hésitez pas à lui proposer. Non, vraiment il bosse bien en plus. Donc voilà, à très bientôt sur Res Publica Universalis.